Bien, bonjour et bienvenue pour cette audition sur le potentiel photovoltaïque des surfaces artificialisées en Nouvelle-Aquitaine. Je suis Philippe Bertrand, membre de la commission particulière du débat public sur le projet Eurizeo, et j'ai avec moi un autre membre de la commission, ma collègue Dominique Simon, qui va dire bonjour, comme ça on la verra à la caméra. Je rappelle le but de ces auditions organisées par la CPDP, la commission particulière. Il est double, ce but. C'est d'une part d'aider les citoyennes et citoyens à se forger une opinion aussi éclairée que possible sur le projet Eurizeo, mais c'est aussi aider à juger de la pertinence des arguments qui ont pu être échangés, être avancés par certains au cours de la phase de débat public qui se termine ces jours-ci. Pour cette audition particulière, donc sur le potentiel photovoltaïque, nous avons fait appel à deux experts de l'État, de la DREAL, c'est-à-dire la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, Monsieur Pagès et Monsieur Comminges, que je laisse se présenter pour qu'ils indiquent les fonctions qu'ils exercent au sein de la DREAL. Monsieur Pagès, voulez-vous commencer? Je vais commencer. Bonjour à vous. Merci pour votre invitation. Moi, je suis responsable de la mission connaissance et analyse des territoires, donc au sein de l'ADREAL, la Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est une mission qui est transversale à l'ensemble des services qui portent des politiques publiques et qui vise à apporter une connaissance utile pour faire en sorte que les politiques publiques puissent être mises en place dans les territoires en correspondance avec les problématiques qui peuvent y être identifiées. Très bien. Et vous, Monsieur Comminges? Oui, bonjour. Merci pour cette invitation à cette audition. Donc, Christophe Comminges, je suis de la mission transition écologique, donc au sein de cette direction, plus spécialement chargée des questions relatives au développement des énergies renouvelables. Voilà. Très bien, merci. Donc, nous pouvons commencer à vous poser des questions. Je laisse Dominique Simon poser la première. Oui, on va d'abord commencer par une approche un peu globale, précisément sur ces questions de transition écologique et de développement des énergies renouvelables. Bon, jusqu'ici, dans le débat public autour du projet Eurizeo, un grand nombre de personnes s'expriment de manière favorable vis-à-vis du développement de l'électricité photovoltaïque. Mais parmi ces personnes, un très grand nombre également considèrent qu'on devrait implanter les panneaux photovoltaïques uniquement, ou au moins prioritairement en tout cas, sur des sites artificialisés et donc pas, comme le prévoit le projet Eurizeo, à la place d'une forêt. Donc, par rapport à cette question de développement du photovoltaïque sur les sites artificialisés en général, existe-t-il des dispositions réglementaires ou une politique publique à ce sujet? Alors, je vais tenter de répondre à votre question. Je pense que les politiques publiques font le même constat, c'est-à-dire que aujourd'hui, la consommation d'espace, l'artificialisation des sols pose un certain nombre de difficultés. Ce que j'ai pu repérer, pour répondre à votre question, se trouve notamment dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, ce qu'on appelle la PPE, qui a été validée il y a environ un peu plus d'un an, c'était en avril 2020. Et parmi les objectifs, donc nous avons des objectifs, l'État, le gouvernement a des objectifs qui sont de développer le photovoltaïque. On est à l'horizon 2028, on multiplie par 3 dans les perspectives la puissance installée des centrales solaires.
Et puis, dans les mesures donc, à prendre, il y a explicitement un certain nombre d'exigences, voilà, relatives à la préservation des sols agricoles et à l'absence de déforestation. On est dans une démarche où le gouvernement, et au travers de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui fixe comme ça des objectifs de développement, clairement, dans une politique qui vise à éviter d'artificialiser des sols au détriment de pratiques forestières, au détriment de l'agriculture. C'est consigné comme ça. Et en contrepartie, il est dit qu'il vaut mieux aller vers des solutions innovantes, notamment par rapport à l'agriculture, notamment l'agri-photovoltaïque, donc une nuance quand même par rapport à la consommation d'espaces agricoles, et puis d'aller sur des terrains dégradés, Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Ça se traduit dans les appels d'offres aussi de la Commission de régulation de l'énergie. Donc, c'est le gouvernement qui demande à cette instance de passer des appels d'offres auxquels les porteurs de projets sont amenés à répondre. Donc, avant tout sur des terrains dégradés ou des terrains qui sont désignés. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Ensuite, en négatif, on a aussi des lois qui incitent à créer du photovoltaïque ailleurs que sur des terrains naturels, agricoles et forestiers. Je pense notamment à la loi toute récente, climat et résilience, donc qui a été approuvée en août de cette année, qui vise notamment au travers de la construction neuve, de hangars, d'entrepôts, de bureaux, avec évidemment des clauses concernant des seuils bas, donc 500 mètres carrés ou 1000 mètres carrés pour les bureaux, une obligation soit de verdir les toits, faire des espaces verts sur les toits, soit de mettre des panneaux photovoltaïques. Et ça impacte aussi la rénovation lourde de ces bâtiments. Donc, on est dans une démarche où on va vers les terrains artificialisés, on va vers le développement de photovoltaïque sur le bâti existant. Je rappelle aussi que la réglementation environnementale 2020, ex-réglementation thermique, pour avoir un équilibre entre consommation et production d'énergie renouvelable, eh bien, elle est très incitative pour le développement de panneaux photovoltaïques sur les toits. Donc, on est dans une politique globale qui vise la non-artificialisation des sols, qui vise un développement important du photovoltaïque. Voilà, ça c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et puis, un ciblage vers ce qui est donc nouvellement créé, en flux et en stock lorsqu'il y a des rénovations lourdes sur les bureaux et les entrepôts. D'accord. Donc ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une politique qui vise à développer le photovoltaïque en général et en priorité sur les surfaces déjà artificialisées. Il n'y a pas d'interdiction juridique à le faire sur d'autres surfaces, mais c'est clairement le sens de la politique est clair et il a été confirmé récemment par la loi que vous avez évoquée pour les rénovations et les constructions futures. C'est bien ça. Alors, ça amène à s'interroger sur la capacité de trouver effectivement assez de surfaces artificialisées déjà pour atteindre les objectifs en matière de développement du photovoltaïque. Et il se trouve que quand le débat public sur le projet Oriseo a commencé, au mois de septembre 2021, la référence que tout le monde avait en tête, c'était une étude publiée en 2019 par l'ADEME, donc c'est une étude nationale, mais qui se déclinait par région, qui donnait des chiffres par région. Et pour l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, cette étude évaluait le potentiel de ces zones déjà artificialisées à environ 36 000 hectares. Or, il y a quelques semaines, l'ADREAL, donc votre service, a communiqué à la CPDP un document
synthèse des recherches de terrain susceptibles d'accueillir des projets photovoltaïques en Nouvelle-Aquitaine, donc document que la commission a mis en ligne sur son site avec votre accord. Et dans ce document, le potentiel n'est plus de 36 000 hectares, mais de 3 900 hectares, c'est-à-dire 9 fois moins. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors ça a surpris évidemment beaucoup de gens au cours du débat, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette forte réduction? Alors, oui. Alors nous sommes deux à intervenir hein, par rapport à cette question-là. Je vais laisser la parole à André Pagès, hein, qui est plutôt en charge de ces questions d'études et de repérage de terrain. Voilà, on pourra faire aussi à deux voix la réponse s'il le souhaite à certains moments. André. Merci, Christophe. Oui, en fait, M. Bertrand, les résultats auxquels vous venez de faire référence, pour bien comprendre de quoi il s'agit, je crois qu'il faut refaire un petit flashback, comme disent les anglo-saxons, pour comprendre finalement les méthodologies qui sont sous-jacentes à la production de ces évaluations. Et les résultats que vous évoquez font effectivement référence à deux dispositifs de connaissances qui ont été mis en œuvre par des maîtrises d'ouvrage différentes, vous venez de le rappeler, mais aussi dans un calendrier décalé. Alors, le premier dispositif, hein, vous l'avez cité, il correspond à des productions qui ont été portées par l'Agence de la transition écologique, par l'ADEME, et donc réalisées à l'échelle nationale, alors que le second dispositif, lui, est une coproduction DREAL Nouvelle-Aquitaine et les DDTM de son périmètre d'action, qui visait à répondre à une demande, une commande même ministérielle. Alors, quelques mots peut-être sur ces deux grandes opérations, avant de rentrer dans des détails peut-être un peu plus techniques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ADEME a travaillé en deux temps. Vous avez fait référence à une publication de mars 2019 qui effectivement constitue, je dirais, le premier volet hein, d'une démarche que l'ADEME a mis en place pour travailler autour de ces gisements hein, finalement pour permettre le développement du photovoltaïque. Et donc cette publication a proposé donc une évaluation de ce qui a été appelé, je crois, un gisement sur terrain délaissé sur parking, même terrain délaissé et dégradé sur parking. Et cette évaluation a été produite à partir, je dirais, des travaux d'un prestataire extérieur hein, qui a travaillé pour le compte de l'ADEME et qui a fonctionné quasi exclusivement par la mobilisation de bases de données nationales qui existaient pour permettre de documenter ces terrains délaissés et dégradés. Et donc, en particulier, donc, deux bases de données particulières. L'une qui s'appelle BASIAS pour base de données des anciens sites industriels et des activités et services. Et l'autre qui s'appelle BASOL, qui signifie, dont l'acronyme signifie en gros base de données sur les sites et les sols pollués. Bon, bref. Et donc, ces travaux ont donné des évaluations à l'échelle départementale et du coup, voilà, comme vous l'avez rappelé, à l'échelle régionale, il se trouve que le gisement qui a été porté à la connaissance du public était donc de l'ordre du chiffre que vous avez cité, 36 000 hectares environ. Ça, c'était le premier volet. Mais ces 36 000 hectares, finalement, lorsqu'on a voulu savoir où ils étaient situés, l'ADEME a été fort embêtée et n'a pas pu répondre. La prestation de service n'avait pas prévu finalement de restituer des fichiers détaillés hein, permettant de retrouver les parcelles qui avaient été identifiées.
D'où du coup une nouvelle étude qui a été lancée en mai 2020 et qui a été confiée au final au CEREMA cette fois-ci, et qui avait pour objectif cette fois-ci l'identification précise d'une vingtaine de sites par département, et donc correspondant au même champ d'observation, hein, des parcelles, encore une fois, délaissées, dégradées, et puis les parkings. Donc, le CEREMA a travaillé à partir des mêmes bases de données, mais s'est appuyé également sur l'expertise des services en DDTM, des services qui ont, on va dire, travaillé quasi essentiellement à partir de photo-interprétation pour voilà, préciser en quelque sorte cette potentialité, hein, des sites qui avaient été identifiés. Alors, parallèlement donc, aux travaux de l'ADEME, le gouvernement avait demandé au préfet de département en octobre 2019 de rechercher du foncier pour contribuer au développement du photovoltaïque. Et en Nouvelle-Aquitaine, les préfets ont confié à la DREAL Nouvelle-Aquitaine le soin de piloter cette étude à co-construire, bien entendu, avec les services dans les DDTM. Alors, cette étude, elle a été lancée au cours du printemps 2020, si mes souvenirs sont bons. Elle a permis de réaliser un inventaire de sites susceptibles, je reste modeste, d'être favorables au développement du photovoltaïque, et avec au final 2 objectifs. Alors, le premier, bien sûr, répondre à la commande ministérielle. Hein. Là, les services déconcentrés de l'État ont des difficultés à échapper à ce type de commande. Mais en même temps, deuxième objectif, on s'est dit, tiens, profitons de ces travaux pour travailler aussi dans le cadre d'une révision de la stratégie régionale de l'État en matière de développement des ENR, travailler à voir finalement quelle pourrait être la contribution de la filière photovoltaïque au sol aux objectifs, hein, de production régionalisée de la PPE à laquelle faisait référence tout à l'heure Christophe. Donc voilà, avec ces 2 objectifs, donc on a travaillé. Alors, bon, les données détaillées, elles ont été restituées au préfet de département en octobre dernier, puisque c'était les préfets de département qui devaient répondre donc au ministère. Et puis, en novembre dernier, la DREAL a publié une analyse synthétique, hein, 4 pages, qui avait pour objectif de valoriser ces travaux. Et une synthèse qui a conclu qu'entre 3600 et 4200 hectares, avec en valeur centrale les 3900 hectares que vous citiez tout à l'heure, voilà, qu'entre 3600 et 4200 hectares de délaissés et de parking pourraient être mobilisés pour construire des centrales photovoltaïques en Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, vous avez bien raison, c'est un écart très étonnant entre les 36 000 de l'ADEME et les 3 900 de la DREAL des DTM, il y a un sacré écart. Alors, je rentrerai un petit peu plus dans le détail de notre méthode, hein, pour tenter de vous expliquer ces écarts, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a principalement 2 raisons à cet écart. Il y a d'abord des différences conceptuelles entre, je dirais, l'objectif d'identifier un potentiel qu'on pourrait qualifier de théorique, qui est plutôt, je dirais, l'orientation qu'a suivi l'ADEME, et puis, de notre côté, la notion d'un potentiel mobilisable, c'est-à-dire tenter de vérifier autant que possible qu'un potentiel théorique initial, au final, ait quand même quelques chances d'être mobilisé. Mais rien ne dit
que même en étant mobilisable, il sera mobilisé. C'est encore une autre histoire. Voilà, donc la première raison de l'écart, donc plutôt, je dirais, d'ordre conceptuel. Et puis la deuxième raison de l'écart, elle provient aussi finalement de champs d'observation différents. L'ADEME s'intéresse plutôt à la mobilisation de sols délaissés et dégradés, pour faire simple, des sols pollués, donc à recycler et à remettre, je dirais, à réutiliser. La DREAL et les DDTM sont partis plutôt sur l'idée de mobiliser des terrains artificialisés, non bâtis et non pollués. Donc, des champs d'observation un petit peu différents, même s'il y a un tronc commun autour des parkings, mais vu que les sources ne sont pas les mêmes, voilà, les techniques aussi d'identification, les techniques géomatiques ne sont pas rigoureusement identiques. Bon, donc il peut y avoir aussi des explications techniques qui font qu'au final, une parcelle peut figurer dans un type de travaux et pas dans l'autre. Mais donc, voilà, donc, sur la deuxième nature de la différence, sur les champs d'observation, donc il y a bien d'un côté plutôt l'idée de valoriser des sols dégradés et de l'autre l'idée de mobiliser des sols déjà artificialisés, certes, délaissés, donc plutôt sans utilisation, mais non pollués. C'est, je dirais, un présupposé qui a été en quelque sorte adopté voilà, par l'équipe projet qui s'occupait de ces travaux de production de connaissances pour intégrer l'idée que certains porteurs de projets se plaignaient parfois du coût relativement important de la remise en état de parcelles polluées pour pouvoir les remettre en usage. Et donc, comme notre objectif est malgré tout de promouvoir le développement des ENR et en particulier le photovoltaïque, eh bien, voilà, on a souhaité, voilà, dans un premier temps, exclure ces sols pollués, d'autant que l'on savait que l'ADEME, elle, les examinait, donc voilà, ne faisons pas pareil. Voilà un peu dans les grandes généralités. Si on pouvait faire une pause, excusez-moi, j'ai perdu la lumière, elle s'est éteinte. C'est pas le moment d'être dans le noir. On a des minuteurs. Ah oui. Donc, dès qu'on ne bouge pas, Ça, faut faire des petits signes pour que ça reste allumé. Oui, c'est ça. Voilà, alors si vous voulez, maintenant, je peux rentrer peut-être un peu plus en détail. Est-ce qu'on peut simplement prendre, enfin, Philippe, si tu... Oui, vas-y, vas-y. Est-ce qu'on peut prendre juste un moment là sur cette deuxième catégorie, disons, de sources d'écart que vous mentionnez, qui est la question des sites pollués, que si je comprends bien, donc, qui a été prise en compte et même ciblée d'une certaine manière par l'approche de l'ADEME et que l'approche de l'ADREAL et de la DDTM a plutôt exclu. Pour les raisons que vous venez d'expliquer, bon, qui sont des raisons, alors, d'une part économique, c'est ça, de coût de remise en état, enfin, c'est ce que vous avez précisé. En même temps, voilà, ça pose la question de... Je vous vois réagir, Monsieur Commange. Ça pose la question de l'arbitrage. Finalement, c'est un coup contre un autre, d'une certaine manière. Mais est-ce que, au-delà de ça, on a une idée sur la région de la surface concernée en réalité? C'est-à-dire la contribution de cette exclusion des sites pollués à l'écart, vous la situez à quel niveau? Enfin, est-ce que c'est possible de la cerner?
Oui. Alors, oui, les chiffres ne me remontent pas en mémoire. Parce que, vous voyez, ces sites pollués, finalement, qu'est-ce qu'on va en faire? Enfin, vous voyez, c'est aussi quand même une question politique, d'une certaine manière. Donc, voilà, si ça contribue fortement à l'écart, on peut en tout cas mettre ça au débat vis-à-vis du public. C'est assez logique. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, donc j'essaie de faire un calcul un petit peu rapide de coin de table pour arriver aux 36 000. Alors en fait, il faudrait que je parte. Si c'est difficile à mobiliser maintenant le chiffre, Oui, peut-être qu'on peut vous demander de prendre le temps et puis de nous Oui. le faire connaître ultérieurement. On ne va pas. Si vous voulez de... Mais ça me semble un point de précision important, hein. Voilà, me semble-t-il. Eh ben, si vous voulez, enfin, comment dire, je dirais la réponse est dans votre question, hein, Madame Simon. Si l'ADEME ne travaille que sur les sols pollués et nous dit 36 000 hectares, et que nous, on travaille sur autre chose, et qu'on dit autre chose, on peut dire qu'il y a au moins 36 000 hectares qui s'expliquent par le fait que d'un côté, il y a les sols pollués et de l'autre, il n'y en a pas. mais donc ça veut dire que, enfin, au début du débat public, on pensait qu'il y avait 36 000 hectares. Au milieu du débat public, on s'est dit, bah, ce n'est pas 36 000, c'est 3 900. Et est-ce qu'il faut conclure de ce que vous avez dit que c'est ni l'un ni l'autre, mais la somme des deux? C'est ça. Ah, mais quelque part, oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, voilà, les champs d'observation étant complémentaires, hein, ces deux études montrent bien qu'il y a du potentiel dans les sols pollués Mhm. et qu'il y a du potentiel ailleurs. Simplement, Il y a, si si vous voulez, oui, excuse-moi Christophe, je te laisse la parole dans 2 secondes. Si vous voulez, les résultats d'une étude, quelque part, ils résultent de l'objectif que l'on s'assigne a priori. Cet objectif, du point de vue de la production de connaissances, il vise ensuite à définir ce qu'on appelle des champs d'observation. C'est-à-dire que l'on va plutôt, en l'espèce, regarder certains types de parcelles et de l'autre, on va plutôt en regarder d'autres. C'est parce que l'étude DREAL des DTM n'a pas souhaité phosphorer sur les sols pollués pour la raison économique que j'ai citée tout à l'heure, mais pour aussi une autre raison beaucoup plus basique et technique, c'est que les fichiers de données utilisés, les bases de données Basias et Sol. Bastol, Mhm. sont réputés, on va dire, ne pas être très actualisés. Donc, il y a des problèmes de qualité dans ces données. D'accord. On a préféré travailler autrement, avec d'autres bases de données au départ. Et du coup, comme on s'intéressait aussi à un champ d'observation un peu différent, eh bien, voilà, l'un dans l'autre. Voilà. Mais du coup, vous avez raison, les champs d'observation sont différents, du coup, ils sont complémentaires, et du coup, quelque part, on peut les additionner. Mais attention, là, on fait quand même, voilà, d'un côté, on a 36 000 hectares de quelque chose qui est vraiment théorique, qui a C'est été... ça. Oui. C'est là. Il ne faut pas oublier la première raison, Oui. c'est-à-dire de concept entre voilà, une approche théorique et une approche de qu'est-ce qui est mobilisable. Mais la question, effectivement, sur les sols pollués, à quelles conditions ils peuvent devenir mobilisables? Il y a un coût économique, mais il y a peut-être d'autres choses, d'autres impossibilités. Donc, voilà, le 36 000, quand bien même il serait là-dessus, on ne sait pas ce qu'il vaut, puisque vous nous dites que les bases de données ne sont pas forcément actualisées. Mais enfin, c'est très important ce qu'on est en train d'approcher là. Monsieur Comment, je vous vois, vous aviez envie de compléter. Oui, oui, je voulais simplement préciser qu'avec l'étude de 2019 de l'ADEME, on ne pouvait pas repérer les terrains.
C'est-à-dire qu'on était Ouais, dans c'est- l'incapacité Mm. d'avoir, à partir d'un zoom, on va dire, descendant, hein, du macro au micro, voilà, un filtre indépassable qui ne nous permettait pas de repérer et d'aller tester, pourquoi pas in situ, la préfaisabilité, une espèce de préfaisabilité Mm. sur ces terrains. Donc, c'est bien de dire il y a X hectares, mais où sont-ils? Et on n'avait pas la réponse. Donc, d'où la démarche de Réal, la nouvelle démarche de l'ADEME, etc., quoi, avec le CEREMA. C'est pour ça. Hein. Donc, pour aller voir la réalité des choses, faire le lien entre le théorique, des bases de données, et la réalité sur le terrain des choses, quand on a pu. Mais ça voudrait dire quand même, enfin, si je reviens à l'explication que nous donnait M. Pagès, à savoir que vous, de Réal, vous avez regardé plutôt les surfaces non Non polluées, pollué. l'ADEME a regardé les surfaces polluées. Alors, il y a quand même un bémol à ça, c'est-à-dire que les deux, dans vos deux études, ça inclut les parkings, je crois. Oui. Et par ailleurs, est-ce que vous n'avez, enfin, ça ne vous surprend pas de penser qu'il peut y avoir finalement en gros 10 fois plus de terrain pollué que de terrain non pollué? On ne peut pas dire ça comme ça. Non. Alors, j'y reviendrai peut-être voilà, de manière plus conclusive dans un petit moment, mais je crois qu'il faut comprendre le processus de production de la connaissance qu'on a mis en place, hein, pour au final arriver à voir comment on peut articuler, hein, tous ces travaux. Alors, nous, on n'a pas réfléchi à comment s'articuler par rapport aux 36 000 hectares, hein, de l'ADEME, puisqu'on a finalement, comme tout le Oui. monde, hein, Mm. on a été voilà, mis devant des résultats agrégés à l'échelle départementale. Bon, on a cru comprendre un petit peu la méthode, mais Et invérifiable puisque vous ne saviez pas de quel terrain il s'agissait. Oui. Mm. voilà, tout à fait. Donc, les 36 000 hectares, on ne sait pas, je dirais, on n'a pas tenté de se positionner par rapport à ça. En revanche, le deuxième volet que l'ADEME a conduit en 2020, qui a été délégué au CEREMA, a conduit à identifier donc, un certain nombre de parcelles qui portaient sur un potentiel de, je parle sous ton contrôle, Christophe, il me semble, de l'ordre de 1500 hectares. Donc là, on est sur un potentiel, alors, on va dire, entre théorique et mobilisable, hein, parce que il y a quand même une expertise des DDT qui ont été apportées sur un certain nombre de parcelles. Hein. C'est-à-dire qu'à partir de photos aériennes, hein, les services en DDTM ont quand même regardé que les premières sélections de l'ADEME voilà, ressemblaient à des choses qui pouvaient être mobilisables. Hein, voilà. Mais il n'y a pas eu quand même de visite terrain. Bon. Donc à peu près 1500 hectares, et cette fois-ci de sols pollués, identifiés par l'ADEME. Du côté de l'ADREAL et des DDTM, donc nous, on est parti des fichiers fonciers et de la BD Topo. Alors, le problème, c'est que, mais c'est aussi un problème pour l'ADEME, hein, mais les fichiers que l'on a utilisés, les fichiers fonciers, sont datés. Hein, c'est-à-dire les fichiers qui ont été utilisés à l'époque pour cette étude étaient référencés au 1er janvier 2018. Hein, donc, bon, et nous, on travaillait, on était déjà en 2020. Hein, donc, enfin, j'y reviendrai après, mais on explique aussi une partie de quelques problèmes liés à ces problèmes de datation. Bref, donc on parle de ces fichiers fonciers et de la BD Topo, et puis on a appliqué différents processus de sélection de parcelles, donc encore une fois, artificialisées, non bâties, non polluées, et des parkings. Parmi ces processus de sélection, enfin d'ailleurs, c'est déjà un premier processus de sélection que de se restreindre à ce champ d'observation. Mais bon, parmi les autres processus de sélection, il y avait aussi une sélection, je dirais, liée à la contenance des parcelles. Hein, on a utilisé un seuil de 2900 m² minimum
qui correspond en gros au seuil qui oblige quelque part les projets enfin, qui oblige les installations à une enquête publique parce que voilà, elles ont des productions qui commencent à être relativement importantes, hein, estimées à plus de 250 kW crête. Ensuite, il y a toute une série de sélections plutôt par degré de contrainte, hein, je les qualifierais comme cela. C'est-à-dire que plus les parcelles sont contraintes par diverses choses, j'y reviendrai, et plus elles ont de grandes chances d'être retirées, hein, de la sélection du potentiel théorique. Parmi ces contraintes, finalement, on s'est référé à des travaux de l'ADEME, hein, ce ne sont pas des concurrents, hein, tout ce qui peut être réescompté par des collègues et qui nous paraît être intéressant, eh bien nous en emparons, nous l'approprions sans problème. Et donc, une série de critères qui ont été définis par l'ADEME et qui évoquent des handicaps rédhibitoires et des handicaps lourds. C'est-à-dire que les parcelles qui étaient soumises à ce type de handicap, j'en dirai 2 mots dans un petit S'il moment, vous plaît, oui. eh bien, nous les avons au final retirées de notre potentiel théorique. Alors, parmi ces critères, parmi les critères rédhibitoires, il y a par exemple, alors il y a une vingtaine de critères, hein, je ne sais pas s'il faut que je les passe tous en revue, mais je vais tenter un peu de les typer, si S'il vous plaît. vous me permettez. Et si vous souhaitez avoir plus de détails, on vous les communiquera de manière un peu plus formelle. Mais donc, parmi les handicaps rédhibitoires, on a retenu par exemple les zones rouges des plans de prévention des risques inondations, c'est-à-dire les lits des cours d'eau. On a retenu certains zonages environnementaux, les zones humides Ramsar, les zones de protection du biotope, les réserves naturelles. Je regarde un petit tableau, là, je ne veux pas faire de l'inventaire à l'après-vert, mais on a également retiré des parcelles dont l'occupation physique des sols suggérait des valeurs agronomiques ou forestières relativement importantes. On a aussi retiré de la sélection des parcelles qui nous paraissaient éloignées du réseau électrique, haute tension, voilà, etc., etc. Et puis, parmi les handicaps dits lourds, on a retenu en particulier la distance à moins de 500 mètres d'un monument historique, l'appartenance à un conservatoire d'espaces naturels, à une zone naturelle d'intérêt, enfin bref, à une SNIEF, je ne me rappelle plus l'acronyme, excusez-moi. Zone naturelle, oui. Une parcelle appartenant aussi au réseau Natura 2000. Enfin voilà, hein, toute une série de critères qui ont fait que finalement, d'un potentiel, je dirais, relativement important a priori, on a progressivement enlevé certaines parcelles qui voilà, auraient, pour diverses raisons, été difficiles à mobiliser. Et il reste au total combien de parcelles dans votre évaluation là, les 3600 à 4200 hectares, ça fait combien de parcelles à peu près? Alors, c'est là où ça se complique un petit peu parce que les 3600, en fait, les 3600, c'est déjà une agrégation, je dirais, de trois potentiels différents. Il y a un potentiel mobilisable parce que une partie a été vérifiée sur le terrain par un bureau d'études. Une partie du potentiel théorique des parcelles délaissées non polluées a été expertisée par un bureau d'études, une équipe de géomètres experts.
à partir d'un échantillon de 111 parcelles, on a pu évaluer qu'environ un tiers des parcelles de l'échantillon seulement étaient réellement susceptibles d'être mobilisées pour un projet photovoltaïque. Donc ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est les parcelles de parking que nous avons, nous, identifiées dans notre méthodologie, pour environ 1500 hectares. Et le troisième bloc, c'est les sols pollués de l'ADEME, deuxième volet, 1500 hectares. Là, je vous le fais de manière très grossière. Mais donc, alors, sur le premier bloc, les zones délaissées mobilisables, on avait un potentiel initial de l'ordre de, je consulte mes notes, là, de l'ordre de 2100 hectares. Mais donc, en vérifiant un échantillon de 111 parcelles, on s'est aperçu que, en gros, les 2/3 n'étaient plus favorables, pour des raisons que j'expliciterai un petit peu. Et donc, voilà, finalement, il n'y en avait qu'un tiers. Et ce tiers, on s'est permis finalement de l'extrapoler aux 2065 hectares du potentiel théorique initial sur les délaissés, pour dire au final, il y a en gros 700, 800 hectares qui pourraient être mobilisables. Mais autant on sait identifier le tiers des 111 parcelles qui ont fait l'objet d'une visite sur le terrain par le bureau d'études, autant les parcelles qui participent à ce potentiel mobilisable de 700 hectares, on ne sait pas exactement où elles sont. Parce qu'aller sur le terrain, ça a un coût relativement important. Déjà, vérifier 111 parcelles, ça a coûté relativement cher. Donc, on ne pouvait pas vérifier l'ensemble du potentiel parce que, en gros, l'ensemble du potentiel sur les délaissés, c'était 2500 parcelles, le potentiel théorique, 2500 parcelles. De ces 2500, on en a extrait un échantillon de 111. Vous voyez déjà la baisse importante, finalement, de nos travaux. Mais voilà, donc en gros, voilà, un tiers du théorique sur les délaissés pourrait être au final mobilisable. Et du coup, pourquoi il y a 2/3 de déchets? En gros, voilà, le bureau d'études il s'est rendu compte que une partie des déchets pouvait s'expliquer, comme je le disais tout à l'heure, par des problèmes de données. Alors, des problèmes de données plutôt en termes, je dirais, de datation. Alors, des données qui sont datées dans les bases de données qui ont été mobilisées, et alors que depuis, la réalité a pu évoluer, devenir tout autre en termes d'usage. Alors, par exemple, il y a certaines parcelles qui ont été vérifiées. A priori, selon nos fichiers, il s'agissait de zones qui étaient sans usage. Et puis finalement, on s'aperçoit que pas du tout. Elles ont un usage, elles ont permis le développement d'un lotissement, elles ont permis à un maraîcher de s'installer, à un éleveur d'augmenter sa surface agricole. Enfin voilà, il y a donc entre les données datées des bases de données et puis la réalité, il y a des choses qui se transforment et de manière assez rapide. Et puis il y a aussi des parcelles qui, en se rapprochant des collectivités territoriales, des mairies en l'espèce et des documents d'urbanisme, il y a des parcelles qui, au final, sont déjà réservées pour des projets d'urbanisme. Et ça, forcément, ça ne peut pas être dans les documents, dans les bases de données que l'on a mobilisées. Oui, il y a des conflits d'usage. S'il y a déjà un projet d'urbanisme, autant les évacuer a priori. Monsieur Commange, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je remets mon micro. Merci. L'approche du bureau d'études était une préfaisabilité selon une grille de lecture prédéterminée qu'on avait avec des échanges avec des porteurs de projets un petit peu testés.
il ne s'agit pas d'une faisabilité au titre, comme pourrait le faire un porteur de projet. Hein. On n'a pas cette aptitude technico-économique de dire ce terrain, effectivement, est intéressant. Bon, évidemment, on a regardé la distance à un poste source pour le raccordement, voilà, on a regardé l'orientation, on a regardé les ombres portées, et ce genre de choses. Mais nous ne sommes pas dans une faisabilité technico-économique telle qu'un porteur de projet pourrait. Deuxième élément, on a parlé d'un bloc parking à 1500 hectares. Peut-être avez-vous auditionné la région qui, dans son SRADET, dans le rapport d'objectif du SRADET, indique 6500 hectares, donc page 151, du SRADET en matière de parking disponible. On est dans un rapport de 1 à 4 entre les 1500 qu'on a repérés et les 6500 qui figurent dans le SRADET. Là aussi, l'apport, le croisement de méthodes, de bases de données, c'est important pour éclairer les politiques publiques et puis, in fine, peut-être les collectivités. Et puis, j'ai assisté aussi à un atelier avec M. Archimbaud où le conseil départemental de la Gironde faisait état aussi de travaux. Là aussi, l'approche va être différente, la sensibilité par rapport aux outils, par rapport aux bases de données va être différente. Et là aussi, ça sera un enrichissement pour l'ensemble de la collectivité quand on aura leurs résultats. Voilà. Merci. Bon, je vous propose qu'on passe à la question des toitures maintenant. Oui, juste quand même, Oui, Philippe, juste quand même, à ce point-là, on comprend bien toutes les difficultés, les précautions nécessaires et on voit bien dans quel esprit vous avez travaillé. On sait bien aussi effectivement la différence entre une préfaisabilité et une faisabilité, mais au fond, la question, elle est presque inverse. C'est déjà de savoir sur les critères d'exclusion que vous avez mentionnés n'ont pas déjà trop réduit, l'entonnoir n'est déjà pas trop limitant par rapport à un potentiel. On voit bien quand même que cette question dans le débat public, elle est fondamentale. Alors, on comprend qu'il y ait des approches différentes, le SRADET, ce que vous avez fait vous, alors on parle de l'ADEME, et puis également les travaux du département, mais à un moment donné, le public, il a un peu besoin de savoir où on en est, quoi. Et quel est le potentiel, parce que par rapport à cette question de où est-ce qu'il faut faire du photovoltaïque, avoir une petite idée quand même grossière, même bien avant la préfaisabilité, mais qui tienne un peu la route du potentiel, c'est quand même assez essentiel pour éclairer le public et évidemment éclairer les politiques publiques. Donc, vous voyez, on est dans cette difficulté-là aujourd'hui. Et dans les critères que vous avez retenus, bon, Monsieur Pagès, vous avez indiqué tout ce qui relève effectivement de l'environnement, mais voyez, quand vous parlez de la distance au réseau haute tension, ça, on n'est plus dans le domaine de l'environnement, on est dans le domaine à la fois du technique et de l'économique. Et ça nous ramène toujours à cette question que j'évoquais déjà tout à l'heure sur les terrains pollués, c'est que l'économique, c'est juste une question d'arbitrage, quoi. Voilà, ça amène à un autre prix du kilowattheure, mais au fond, qu'est-ce qu'on veut, à quel prix se fait la transition, etc. C'est ça qui est posé comme fondamentalement, et il me semble que ça, il y aura besoin d'aller beaucoup plus loin pour donner cette intelligence-là, enfin au sens latin du terme, cette compréhension-là des mécanismes d'arbitrage entre voilà, quel est le prix. Alors évidemment, vous êtes dans une approche déjà, la première marche, quoi, le premier truc qu'on va pouvoir mobiliser, à quel endroit il est. Mais on sent bien qu'on a besoin d'éclairer plus large et plus loin, à quelles conditions on pourra mobiliser quoi, les conditions étant aussi des conditions économiques, parce que ça c'est une question de choix au fond. Voilà. Et quelle est la valeur environnementale finalement et du point de vue de la transition
de ces kilowattheures-là. Enfin, donc voilà, on sent bien là, merci beaucoup parce que vous nous éclairez sur qu'est-ce qui explique les écarts, mais on voit bien qu'il y a besoin de plus, quoi, pour éclairer le public et les décisions. Pardon, Philippe, je t'ai interrompu. Oui, monsieur, comment vous vouliez réagir à ce que je viens de dire, peut-être, avant qu'on passe aux toitures? Oui. Oui, oui, enfin, quand même, le gouvernement, hein, comment dire, au travers des appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, hein, donc, à des volumes de mégawatts voilà, à encourager, hein, dans les territoires, hein, dans les projets de territoire. Et les terrains dégradés, ils figurent bien évidemment, hein, c'est ce qu'on appelle le K3 dans le cadre des appels d'offres creux, voilà, bien connu des porteurs de projets, avec un bonus, hein, avec un bonus qui est donné pour. Donc la question prix aussi, c'est vrai que ça coûte plus cher, c'est vrai que ça coûte plus cher. On rêve tous de parcs plus importants, évidemment, que ceux qui ressortent de ces appels d'offres creux, hein, où l'agri-PV aussi est mise en avant. Mais lorsqu'on est dans des impacts environnementaux qui sont majeurs, quand on est dans des impacts paysagers majeurs, quand on est dans des impacts sur l'agriculture qui sont majeurs, eh bien, ça questionne. Voilà, c'est bien ça le sujet. Mais la précision, c'était sur la partie vraiment économique. Hein, voilà. Philippe, oui. Alors, on passe plus brièvement peut-être sur les toitures, parce que donc beaucoup de gens au cours du débat public, on cite spontanément les toitures en disant, ben voilà, d'accord pour le photovoltaïque, mais il faut le faire principalement sur les toitures, où il y a beaucoup de place sur les toitures. Il y a même un certain nombre de gens qui considèrent qu'on peut atteindre tous les objectifs en faisant du photovoltaïque que sur les toitures. Donc, la question que nous voulions vous poser, c'est est-ce qu'il existe des études nationales ou au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine sur le potentiel des toitures en matière de photovoltaïque? Alors, si tu permets, hein, André, le premier élément de réponse, hein, j'ai cité tout à l'heure le SRADET, hein, je le recite encore, puisque c'est quand même, la région est chef de file de la transition énergétique, hein, donc le SRADET est quand même un peu l'alpha et l'oméga de cette transition énergétique. Et voilà, il y a a priori une étude, puisque au-delà des 6500 hectares que j'évoquais tout à l'heure, dans le rapport d'objectifs du SRADET, on a une évaluation entre 2500 et 3700 hectares qui est fait par cette collectivité territoriale. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, André, voilà, nous, on a des ambitions aussi, mais il faut qu'on se coordonne, je crois aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une véritable coordination, par exemple avec le conseil départemental de la Gironde, avec cette collectivité, la collectivité régionale, pour aller au-delà. André, tu as peut-être des éléments de perspective, d'études sur ces questions. Oui, alors voilà, disons que nous, voilà, cette étude sur la mobilisation des délaissés et des parkings ayant abouti à une évaluation de mobilisables, voilà, de l'ordre de 4000 hectares, 3009, entre 3006 et 4002, bon bref. Ça nous a questionné parce que finalement, au regard des objectifs qui étaient assignés à cette filière, eh bien, il aurait fallu, par rapport à la production existante aujourd'hui, mobiliser l'équivalent de 5600 hectares supplémentaires. Donc, on en a conclu que mobiliser des délaissés et des parkings ne suffirait pas pour atteindre les objectifs de production électrique d'origine photovoltaïque. Et dans le cadre de la révision de la stratégie de l'État en matière de développement des ENR, on a plutôt, on va dire, défini de nouvelles orientations avec l'idée de tenter de développer le photovoltaïque avec d'autres moyens que uniquement la mobilisation d'un foncier, et puis éventuellement réinterroger aussi peut-être
l'équilibre entre les filières pour atteindre les objectifs globaux de production d'énergie renouvelable. Et effectivement, parmi les autres modes de production du photovoltaïque, on s'est dit, il y a aussi les toitures. Alors, on commence à voir quelques installations sur des toitures de particuliers, des stabulations d'agriculteurs, des bâtiments d'activité, etc. Mais la surface en toiture dans la région, elle est énorme, quoi. Et donc, on se dit, voilà peut-être un potentiel qu'il serait intéressant de mobiliser, au moins en partie. Mais pour tenter d'objectiver ce potentiel, parce qu'aujourd'hui, on sait pas, voilà, on sait pas aller au-delà de ça, mais eh bien, pour tenter d'objectiver ce potentiel, on a inscrit à notre programme de travail en 2022 le lancement d'une nouvelle étude pour tenter de préciser un petit peu plus ce potentiel, parce que certes, des toitures, il y en a plein, il y en a partout, etc. Mais voilà, est-ce que tout ça ne relève pas que du théorique et, quelle est la part de mobilisable, sans parler des études de faisabilité, évidemment, qui nous échappent à nous, mais voilà, quelle est la réalité du mobilisable dans ce potentiel théorique? D'accord, oui, dans une telle étude serait très utile. Oui, monsieur Comminges. Oui, en préambule, dans la politique du gouvernement sur cette question du développement du photovoltaïque, j'ai noté la loi climat et résilience dans son article 101. Elle est très importante. Alors, c'est vrai que les propriétaires auront le choix entre des toitures végétalisées ou des panneaux photovoltaïques, mais ça va aussi de pair avec d'autres dispositions là, qui me reviennent. On a un décret là, qui date d'octobre 2021 qui repousse le seuil donc supérieur, on passe de 100 kW à 500 kW pour maintenant obtenir des contrats d'achat de l'électricité du PV. Ça me paraît être un argument important. Et dans une déclaration de la ministre, Madame Pompili, là, récemment, sur les 10 mesures que le ministère pour les énergies renouvelables citoyennes, j'en ai noté une qui est de diminuer le coût de raccordement de 40% pour les projets de moins de 500 kW. Donc, on voit le rapport avec ce que je disais auparavant, si les projets sont citoyens. Voilà. Donc, ça va dans le même sens. C'est-à-dire qu'il y a une continuité des politiques publiques pour aller vers un déverrouillage d'un certain nombre d'obstacles qui pouvaient affecter le développement sur les toitures ou les parkings. Donc ça, c'est important de noter. Et je rappelle, les rénovations lourdes sont concernées. Les rénovations lourdes des bureaux, des hangars, des Oui, là maintenant, il y a une obligation réglementaire. Oui. C'est une obligation réglementaire, mais ça va changer les choses, je pense. Oui, parce qu'on constate quand même qu'en Allemagne, le photovoltaïque sur les toits est beaucoup plus développé qu'en France. Donc, pourtant, du point de vue ensoleillement, ils n'ont pas plus d'ensoleillement qu'en France, plutôt moins sans doute. Donc, quels sont selon vous les obstacles technologiques, économiques, juridiques qui font que ça se développe moins vite en France qu'en Allemagne? J'en ai pas trop d'idées. On est sur les toitures ou au sol. Là, il faudrait regarder ce que dit notamment l'Office franco-allemand de la transition énergétique, l'OFAT. Je pense que le sujet a dû être abordé par l'OFAT parce qu'il compare bien ces politiques allemandes et françaises, et ça ne me revient pas là avec votre question. Oui, alors effectivement, moi j'ai lu une explication possible. Allez-y. Qui est que mais je voulais avoir votre avis là-dessus. L'explication que j'ai lue, c'est que en Allemagne, le prix de l'électricité est beaucoup plus cher en France, et donc, du coup, ce qui ne serait pas du photovoltaïque qui ne serait pas compétitif en France est compétitif en Allemagne. Oui, probablement, oui. Probablement. On sait bien que l'électricité coûte plus cher en Allemagne. Ça doit faire partie des raisons, probablement.
Voilà. Après, On en revient à cette question d'arbitrage, hein. Vraiment économique. C'est voilà, l'ampleur et la vitesse de développement sont très liées à ces questions-là. Et voilà, c'est au cœur du Le prix sujet. où on est prêt de payer l'électricité. Oui, Voilà, tout à fait, c'est au cœur du sujet. c'est ça. Ok. La question que ça pose aussi, une question que ça pose aussi et qui a été, si on peut peut-être l'aborder rapidement, c'est une remarque qui a été faite par un certain nombre d'acteurs qui se sont exprimés au cours du débat, c'est la question de la vitesse, enfin, de déploiement, y compris sur ce qui est déjà enfin, facile à attraper dans ce que vous appelez le mobilisable. Les acteurs qui disent que c'est un peu de l'ordre de, je crois que je vais les citer, du parcours du combattant pour développer le photovoltaïque au sol, parce que il y a des démarches administratives et juridiques qui sont très lourdes. Comment vous réagissez à ça? Parce que vraiment la question, en fait, il y a vraiment une double question dans l'affaire du développement. C'est effectivement le volume, la quantité, mais c'est aussi la rapidité, hein, puisqu'on a un défi qui n'est pas à l'horizon 2300, mais qui est très rapproché. Donc, comment vous réagissez à ces remarques? Et est-ce que le fait, effectivement, d'aller chercher de la capacité sur une multiplicité de petits entre projets a des conséquences en matière de rapidité de mise à disposition finalement de ces capacités? Oui, je remets mon micro. Oui, on le note bien. C'est vrai qu'avoir une multitude d'acteurs, des particuliers, des entreprises, des administrations, ça complique forcément les choses et les rythmes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que le volume qu'on pourra avoir de friches délaissées, toitures, etc., on va avoir une multiplication des acteurs rendant plus complexe la mise en œuvre. Donc, l'incitation par le prix en fait partie, mais il y a aussi des contraintes. Voilà, quand on est site classé UNESCO, quand on est dans des paysages remarquables du point de vue de l'immobilier, eh bien, ça peut aussi contraindre et puis freiner certains enthousiasmes. Je regardais le nombre d'installations en Nouvelle-Aquitaine. On a 50 000 installations de moins de 3 kW. 50 000 installations qui ne représentent que 134 mégawatts. Donc, sur les 3 163 mégawatts que compte aujourd'hui la Nouvelle-Aquitaine, on n'en a que 134 qui sont issus de 50 000 installations sur les 80 000. Donc, c'est une myriade d'installations. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a des dizaines de milliers, j'ai indiqué les chiffres. Mais là, c'est individuel. C'est individuel. C'est l'entreprise, c'est l'administration, c'est le particulier qui décide. Et c'est plus compliqué qu'un grand parc. Voilà. Et ça coûte plus cher. Oui. D'accord. Très bien. Dominique, une autre question, non? Je crois qu'on a, voilà, on a même dépassé un peu le temps qu'on s'était alloué. Donc, non, je crois qu'on va en rester là, mais on voit bien, voilà, tout le chemin encore à faire pour continuer à défricher, c'est le cas de le dire, au plan des études, tout le potentiel. Et il y a vraiment besoin de ça, je pense, pour poursuivre la réflexion et faire des choix éclairés. Oui. Très bien, messieurs, il nous reste à vous remercier en espérant que vos propos vont éclairer, comme nous le souhaitons, tous les participants au débat public. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée.